I knew that I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Alors bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce 17e épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ceux qui s'y passent, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou souhaitent en faire. Alors vous étonnez pas si vous entendez que ma voix est un peu différente de d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, mais on va commencer avec les sujets de nos grands intervenants, hein, le roi Bruno et son Altesse Sérénissime Philippe. Bruno, annonce-nous ton sujet du jour. Je crois que tu pars à l'assaut du podcast anglophone. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à rajouter à ça? Non, c'est vrai. Je pense que la présentation est quand même à la hauteur du projet. Eh ben, tu vas nous raconter ça. Et toi, Philippe, de quoi tu vas nous parler? On va écouter un petit son que j'ai préparé d'une intelligence artificielle et de comédiens. Ils ont pris une espèce de bande-annonce qu'ils ont réalisée il y a 1 an. Ils ont essayé de demander à une intelligence artificielle de la refaire. Donc on va écouter d'abord l'intelligence artificielle et puis ensuite on va écouter les voix et puis on en parlera. Ah, ça, on aime ça. Et ensuite, on va parler aussi je voulais vous parler d'une newsletter qui est très intéressante, que vous connaissez peut-être, puisque vous y êtes peut-être abonné, qui s'appelle Hyper Radio, de Radio France, et je vous parlerai de ça. Et puis une petite surprise. Bah oui, attends, Hyper Radio, c'est vachement bien. C'est un peu technique des fois. Justement, ça change un peu des infolettres qui parlent beaucoup de ce qui se passe, des dernières sorties de podcasts, etc. Il y a souvent beaucoup de très bons contenus. Bon, bah parfait. Alors on est prêt à se lancer dans notre épisode. Bon, mon nom est Stéphane Berthomé. Hein, je suis au micro en compagnie de l'excellentissime Bruno Guglielminetti. Aujourd'hui, c'est la journée des petits noms. Réalisateur et producteur du balado Mon Carnet et Philippe Chapeau, le merveilleux Philippe Chapeau, fondateur du Podcast Magazine. Peut-être tu nous en donneras quand même quelques nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler du Podcast Magazine dans le Podcastologue et du coup j'ai moins de commentaires au sujet de cette promotion du Podcast Magazine. Et alors moi je vous explique tout de suite pourquoi j'ai une voix un peu différente de d'habitude. C'est que j'ai décidé de tester un micro que j'ai en réserve depuis un long moment et que je prête de temps en temps pour des entrevues à distance, qui est le Blue Yeti. Alors voilà ce qui fait cette voix un peu différente aujourd'hui. Je me suis dit que l'occasion était intéressante de tester aussi en réel avec mes partenaires qui, eux, sont équipés de bons micros, l'utilisation d'un micro entrée de gamme, pour pas dire bas de gamme, dans un podcast, parce qu'on parle souvent de la qualité des produits, des contenus et du matériel, mais c'est bien aussi de se rendre compte de ce que ça donne. Alors avant de se lancer dans nos sujets, de poursuivre, je vous rappelle que cet épisode est soutenu et supporté par Eddy Sound, qui assure la visibilité de ces épisodes via des players qui sont placés sur des sites partenaires. Eddy Sound, d'ailleurs, dont j'ai fait l'entrevue du fondateur Julien Moss dans un précédent. Très bonne entrevue, Merci, d'ailleurs. Bruno, dans un précédent épisode du Podcastologue. Une entrevue qui, même moi qui suis déjà très sensible à la question de la visibilité des contenus, une entrevue qui m'a poussé encore plus loin dans ma réflexion. Peut-être qu'on en reparlera un de ces 4. Et puis, je vous rappelle aussi que les musiques que nous utilisons dans ce balado, eh bien, sont la propriété de la bibliothèque musicale de BAM Music. Alors, on va se lancer tout de suite. Bruno, tu vas nous parler de ton offensive sur le podcast mondial anglophone, en fait. Raconte-nous ça. Qu'est-ce que tu as fait? Écoute, tout ça part d'une infolettre, c'est vraiment le thème de la journée, là, une infolettre de Acast que j'ai reçue il y a peut-être 3 ou 4 semaines et qui disait que de plus en plus maintenant, les podcasts ou les podcasteurs, peu importe leur langue, pouvaient commencer à s'intéresser à d'autres marchés. Et je me suis pas rendu jusqu'à la fin de l'infolette, puis je me suis dit, ouais, effectivement, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, vous savez peut-être qu'une fois semaine, je publie mon infolettre à moi, de mon carnet, et je me suis dit, pourquoi j'allais pas en faire une version anglophone que par la suite, j'allais offrir en version audio. Alors, ça a été simple, j'ai fait faire une traduction de mon infolettre qui est écrit de style très parlé, là. J'ai fait faire une version donc anglaise du texte par ChatGPT. Et puis après, je me suis rendu sur un service de voix de synthèse où j'ai sélectionné 2 voix,
Une qui est la présentatrice, si vous voulez, et l'autre qui est une voix de service et qui présente essentiellement le texte de mon infolette. En bout de ligne, et là, j'étais curieux de voir ce que ça donnerait. Mais finalement, après avoir écouté, j'ai fait 2-3 tests, puis finalement, je me suis dit que j'avais l'impression d'écouter quelque chose qui venait de chez NPR. Pas dans leur série, là, Serial ou quelque chose comme ça, mais dans le type de lecture, dans le type les séries d'infos, là, plus dans les podcasts d'infos. Exactement, le très classique CBC ou NPR avec l'accent nord-américain. Alors finalement, j'ai essayé et donc j'ai été chercher une petite musique, j'ai mixé ça, j'en suis rendu au 5e épisode et là, je m'amuse et le résultat est intéressant. Là. On a vraiment l'impression que c'est un vrai animateur qui vient lire sa réflexion sur la vie numérique. Mais donc là maintenant, le challenge que j'ai, ça va être de le faire connaître dans l'auditoire anglophone. Alors, c'est assez intéressant. Mais là, la question que je me pose, moi, quand je l'ai écouté, puis honnêtement, oui, bien sûr, on reconnaît les voix de synthèse, il y a pas de malaise avec ça, si ce n'est que je me dis, d'abord, ça veut dire que tu as écrit ton texte à la virgule près. Ouais. Ton texte d'origine à la virgule près, donc ça veut dire que quand tu fais tes infolettres, évidemment, elles sont rédigées, mais elles sont rédigées quasiment en langage parlé pour que tu puisses les réutiliser en audio. Donc ça, déjà, c'est une grande leçon pour ceux et celles qui font des infolettes, ce qui n'est pas mon cas parce que je fais des infolettes qui sont pas réutilisables en langage audio, mais c'est une grande leçon. Non, mais parce que on parle de syndication, réutilisation des contenus, et déjà dès le départ, toi, tu penses quand tu rédiges ton infolettre à pouvoir éventuellement l'utiliser à l'audio, ce qui est déjà à mon avis un élément important, mais aussi je me demandais, une fois que tu as fait ça, combien de temps ça te prend pour passer justement du contenu texte à la forme finale de ton épisode de balado qui dure quoi? Quelques minutes, 5 minutes, hein, c'est ça. Oh, ça t'apprend combien par épisode? Écoute, du moment que la méthode de travail ou le canevas de travail est développé, moi, je te dirais que je passe peut-être 15 minutes à faire l'adaptation en anglais. Et parce que le gabarit est monté, dans l'éditeur de son, donc essentiellement, je vais chercher la trame sonore. Le logiciel que j'utilise pour créer les voix de synthèse me permet de faire la première voix et la deuxième voix dans le même enregistrement. Donc, je gagne énormément de temps avec ça. Mais c'est fascinant parce que là, on parle de la langue anglaise, mais ce texte-là, je pourrais le faire traduire en allemand, en italien, et je pourrais décupler l'effet. Je pourrais offrir une version italienne, allemande, polonaise, portugaise et espagnole. Japonaise, non, il y a 36 langues. Non, mais je regarde les voix qui sont disponibles là, ah, ok. sur le site que j'utilise. C'est quoi déjà le site que tu utilises? On peut le nommer? Oui, on peut le nommer. Ça s'appelle Speechify. Speechify. Oui, Speechify, pardon. Speechify. Non, mais Speechify. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois Philippe qui nous regarde d'un air dubitatif. Alors on n'est pas en vidéo dans ce podcast, mais on est en vidéo quand on se parle. Non, mais moi que dire? Non, pas sujet délicat. C'est quand on a le temps. Moi, je trouve que c'est pourquoi pas. Après, la difficulté, ça va être est-ce que le contenu est adapté à toutes les langues? Donc si ton contenu, comme toi, tu parles d'actualité numérique et donc ça concerne toutes les langues, ça peut avoir un intérêt. Après, j'ai pas écouté, donc je sais pas à quel point c'est bien réalisé, mais c'est vrai que si c'est aussi peu chronophage que 15 minutes par langue et que tu as un intérêt à faire en sorte de connaître ou d'aller attaquer un marché anglophone ou un marché germanophone ou un marché, à ce moment-là, ça peut en effet avoir son intérêt. En tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, les boîtes de production, de plus en plus, sont en train de proposer des productions qui sont traduites en plusieurs langues, mais avec des vraies voix, pas de la voix artificielle. Après, tout dépend encore du contenu. C'est toujours le contenu qui ce qui est fascinant, c'est que quand même si on sent qu'on a la voix artificielle encore au départ aujourd'hui, le fait que tu aies mis 2 voix, je trouve que déjà ça apporte un bonus qui fait qu'on a quelqu'un qui introduit le sujet et une voix qui fait la lecture. Donc déjà, ça vient chercher chez nous une habitude d'écoute qu'on a déjà acquise depuis longtemps, un présentateur ou une présentatrice qui nous annonce et quelqu'un après qui lit la nouvelle. Donc ça, déjà, c'était une bonne idée, je trouve. L'autre point, c'est que une fois que ça s'est fait, il faut le faire connaître. Et il est là l'enjeu. Et c'est là que tu vas passer du temps.
Et c'est là que tu vas passer du temps. Bah, c'est-à-dire que bon, la réalisation, c'est on dit un tiers, 2 tiers. Il y a un tiers de production et 2 tiers de promotion et de communication. Et donc le chronophage, il arrive après. Ouais. Mais ce qui était intéressant, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était d'une part de tester le modèle. Oui, non, mais ça c'est clair. Et donc, tu sais, d'arriver à réussir ça. Puis bon, puis au niveau de l'éditorial, le titre du podcast, là, parce qu'on le mentionne, là, c'est Thoughts About Our Digital Life, the podcast. Donc, c'est des réflexions par rapport à la vie numérique. Donc, ça passe à travers les langues, ça part dans différents marchés. Et donc, c'est ça. Alors, moi, c'était de tester la mécanique, c'est de voir que ces outils-là sont disponibles gratuitement à n'importe qui. Et c'est là où je trouve, enfin, évidemment, tu sais, si tu veux faire quelque chose de qualité, tu vas chercher des vrais interprètes et puis même un vrai traducteur pour travailler là-dessus. Mais quelqu'un qui doit faire quelque chose à la sauvette, c'est assez. Non, mais c'est ça. Ça fait assez de toute façon, l'intelligence artificielle est là pour faire gagner du temps. Ce qui est assez fascinant quand même, si on y pense, c'est que si on a un logiciel de transcription qui fonctionne vraiment très très bien. Ce qui n'est pas encore le cas. Je veux dire, moi j'utilise des scripts, vous utilisez les uns et les autres vos différents logiciels. On voit que on est des fois à 70%, des fois à 80% de résultats, ou à 60% même de qualité qu'on est obligé toujours de réécrire. Mais mettons qu'on passe le podcastologue, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, dans un logiciel qui va utiliser l'intelligence artificielle et qui dans des mois, mettons des années même, va être capable de retranscrire mot à mot, virgule à virgule, ce qu'on est en train de se dire et la discussion qu'on est en train d'avoir, et que cette même intelligence artificielle va être capable de faire une diction qui va certainement encore évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années, ça veut dire que en quelques 10, 15, 20 minutes, 1 heure, le temps peut-être que la transcription se fasse, etc., moi, je pourrais avoir le podcastologue en 2-3 langues. D'une certaine façon, c'est fascinant. D'une certaine façon, c'est... Alors, c'est fascinant, mais je pense qu'on y est déjà, hein, puisque vous avez peut-être entendu parler de Universal Translator de Google, ouais, qui a été annoncé très, très récemment. Si Bruno n'en a pas entendu parler, c'est que ça n'existe pas. Non, c'est ça. Et là, on est carrément sur une traduction simultanée d'un film avec la voix plus les lèvres qui vont s'adapter à la reconstruction du message et reconstruction des lèvres. Donc là, c'est. Mais tu vois, Philippe, ça, le problème avec ce service-là de Google, c'est qu'il ne sera pas offert à tout le monde. Heureusement. Et justement, de par sa puissance, un peu comme Microsoft a décidé de ne pas rendre accessible une certaine intelligence artificielle qui faisait la traduction, justement parce que ils ont peur de l'utilisation qu'ils pourraient faire. Mais de l'autre côté, il y a des applications qui existent déjà sur le téléphone pour des influenceurs, notamment, je pense à Caption, et je pense sérieusement l'utiliser, qui permet maintenant de faire, mais je ne vais pas l'utiliser dans ce but-là, mais qui permet donc de s'enregistrer et à un moment donné, ça permet de faire de l'édition texte et il peut aller changer le mot en utilisant ta voix, il peut aller changer le mot et évidemment adapter tes lèvres en fonction de ça, mais il peut même, mais c'est pas mon problème parce que je parle anglais, mais il pourrait prendre une présentation que j'ai faite de 4-5 minutes et la traduire et me faire aller les lèvres de la même façon, donc quelqu'un et le traduire avec ma voix et donc quelqu'un aura l'impression que j'ai fait ce document-là. C'est déjà disponible maintenant en application, mais évidemment, de voir Google offrir la même chose, c'est mais le gros avantage qu'on a, c'est que comme on fait du podcast audio, on n'a pas besoin d'avoir nos lèvres qui sont reconstruites. La synchro des lèvres. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour vous annoncer le sujet de l'émission que vous n'avez pas demandé encore. Vous êtes vraiment des aventuriers. Non, mais vous êtes vraiment des aventuriers. Je dois souligner votre audace, votre sens de l'aventure et votre courage de vous lancer dans une émission sans même savoir quel va être son sujet aujourd'hui. Allez. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du podcast vidéo. Parce que vous l'avez peut-être vu. J'ai fait très naïvement un post sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, qui est en train de prendre feu. Mais en fait de façon très intéressante parce que et c'est ça et c'est là il faut saluer quand même les gens qui sont sur LinkedIn et la façon dont on a de discuter sur ce réseau social d'une qualité de discours, d'intelligence, d'arguments qui
Ah, tu pourrais pas avoir ce type de discussion sur Twitter. Non, mais non, je suis plus sur Twitter, mais je parle même de Facebook. Je pense que ça déraperait sur Facebook, alors que là, on a vraiment des points de vue très différents et ça prend une tournure super intéressante. Donc, je me suis dit. Et ça vient de partout, hein. J'ai vu des commentaires de Belgique, de Suisse. Tu rappelles les amis suisses. Alors, on va en parler. Je vais vous mettre ça entre les pattes un petit peu plus tard dans cet épisode du Podcastologue. On est parti. Alors, donc là, on fait quoi? Alors, Bruno, donc toi, tu es à l'assaut est-ce que tu veux nous parler de tes codes d'écoute ou c'est encore ultra confidentiel? Écoute, c'est pas confidentiel du tout. Moi, j'ai tout simplement publié, mais j'ai pas annoncé. Rien, zéro publicité. Ben non, parce que je voulais d'abord passer dans le Podcastologue. Ah oui, pour que ça donne du leverage. Ben oui, bien sûr. Parce que nous, on a du leverage par e-Descendre, mais on peut te donner du leverage par le leverage qu'on a. Bon Dieu, c'est tellement vertueux, ce système-là. Et en plus, bon, comme ça va être mentionné dans l'infolette avec l'hyperlien, c'est sûr que les gens vont l'écouter. Mon infolette qui, par contre, est très difficilement transcriptible à l'audio, je te le garantis. Mais moi, je trouve l'initiative vachement intéressante. Je trouve que c'est un truc sympa à essayer. C'est un test. Je vois très bien où est-ce que tu t'en vas avec ça. Je suis curieux de voir la dépense de temps et d'énergie dont tu vas avoir besoin pour rendre ça public, toucher plus que quelques centaines de personnes. Pendant qu'on est dans le test, je sais qu'il y a un service, c'est presque le service chouchou de Philippe, qui s'appelle Eleven Lab. Oui. Et je me suis amusé avec eux parce que récemment, ils ont justement sorti le multilinguisme. Mais savez-vous, c'est quoi le problème pour les Québécois? C'est que quand on nous prend notre voix, qu'on la numérise, j'ai envoyé mes 25 extraits, quand je choisis français, ça me donne un méchant accent de français. Un français de France. Ah ouais. Alors j'ai l'impression, là ça ferait plus du midi, mais. Ah ouais, l'accent marseillais. Mais alors je le ferai pas comme ça. Bruno de Marseille. Alors ça fait drôle à dire, mais c'est pas comme ça que je vais faire mon podcast. Ton podcast. Oh, podcast Becher, je l'avais oublié. Alors que lui, Philippe, il fait du pot de castre. C'est pas moi, je fais le pot de castre. Tout ça pour dire que et c'est là, c'est subtil parce que bon, je voyais français, je veux dire, ça va comprendre mon accent et le générer de cette façon-là, mais non. Alors là, quand je parle, j'ai vraiment un accent français, c'est vraiment placé pas mal plus haut dans la voix et je me reconnais pas tellement. Moi, je trouve que les outils je sais pas si vous avez entendu Freddie Mercury reprenant une chanson de Michael Jackson. Michael Jackson reprenant une chanson. C'est très douloureux. Honnêtement, encore aujourd'hui, c'est très douloureux parce que ça écrase la voix. Tu sens des fois qu'il y a un mélange des deux voix dans la bande. Là, alors, en plus, je pense que l'exemple de Freddie Mercury, il est particulièrement mal choisi parce qu'il a une tessiture de voix tellement belle, tellement particulière, tellement incroyable, inimitable, que de l'avoir lancé là-dedans, c'est un peu douloureux. Mais bref. Alors, justement, à propos de voix, Philippe, un sujet d'actualité, là. Un sujet d'actualité puisque très récemment on a reçu un petit mail d'une société que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Sonacom, dirigée par Dominique Perrin, avec lequel d'ailleurs on a un petit partenariat. Ils ont un magnifique studio podcast à Neuilly-sur-Seine. Pour ceux qui cherchent des endroits pour enregistrer leur podcast, il faut les contacter. Ils sont vraiment très sympas et très ouverts. Et puis ils ont envoyé un petit mail et on va peut-être commencer par écouter le son que Bruno a préparé avec amour et ses petits doigts et diligence. On peut écouter le son et puis je vous en parle juste après. Une voix, elle nous caractérise. Elle permet de se faire entendre. Employée avec force. Ou encore avec douceur. Avec douceur. Elle exprime aussi nos émotions. Nos angoisses. Notre colère. Notre joie. Notre joie. Notre bien-être. Elle permet de souligner une idée. Mais par-dessus tout, elle rend vos idées uniques. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore. Elle est pour nous un bien très précieux. Et vous, de quelle voix êtes-vous fait ? Et on enchaîne sur les vraies voix. Ça continue. Une voix. Une voix. Elle nous caractérise. Elle permet de se faire entendre. Employée avec force.
ou encore avec douceur. Avec douceur, elle exprime aussi nos émotions. Nos angoisses. Nos angoisses! Notre colère! Notre colère, notre joie. Notre bien-être. Elle permet de souligner une idée, mais par-dessus tout, elle rend vos idées uniques. Unique. Pour toutes ces raisons, Et bien d'autres encore. Elle est pour nous un bien très précieux. très précieux. Et vous? De quelle voix êtes-vous fait? De quelle voix êtes-vous fait? De quelle voix êtes-vous fait? Alors, c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils utilisent exactement la même bande son de fond, le même habillage sonore, parce que on peut difficilement comparer les deux. Et ce qui a été demandé à l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est de reprendre les voix existantes et de recréer la publicité comme celle qui avait été créée. On est loin vraiment des voix et on se rend bien compte que c'est difficilement comparable, mais simplement pour... il y a une bataille actuellement, vous savez, avec l'association Les Voix en France qui se défend contre l'utilisation et l'enregistrement des voix sans faire attention aux contrats qu'on signe. Donc je pense que c'est dans cette mouvance que Sonacom aussi travaille. Je voulais simplement préciser les voix que vous avez entendues: Joël Demarty, Anne Ferrier, Patrick Cuban, Ludivine Aubourg, Patrick Poivet, Emmanuel Curtil, Benoît Allemagne, Johan Sauveur, Dorothée Pousseau, Odile Schmidt, Richard Darbois et Olivier Perrault. Et ça, ce sont des voix qui sont qui font les doublages des films de télévision et des stations de radio, qui ont un peu peur et qui ont raison ou pas raison. Après, chacun y voit ce qu'il peut y voir. Moi, je pense que la technologie est intéressante, qu'elle va progresser et qu'il faut s'en saisir en essayant d'être le plus éthique possible. Ouais, le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas. On peut plus se débarrasser de ce qui est en train de se produire là. On peut pas annuler ce qui est en train d'arriver. Donc il va falloir, comme on dit en bon québécois, dealer avec. Et de quelle façon? Ça par contre c'est pas facile. Mais je souligne, puis je pense que Bruno aussi a réagi à ça. C'est vrai qu'il y a un petit, l'habillage sonore de la deuxième partie vient énormément changer la donne et le mixage. Et c'est pas complètement fair pour nos amis de l'intelligence artificielle. C'est pas complètement fair pour les petites voix de l'intelligence artificielle. Mais ceci dit, non, il faut défendre l'intelligence artificielle. Moi, je dis il faut défendre ces voix artificielles. Non, attends, laisse-le le redire. Donc tu disais, Philippe, il faut défendre nos petites voix artificielles. Non, mais on est bien d'accord. Il faut défendre nos vraies voix et les voix de ceux qui travaillent dans ce métier-là depuis très longtemps. C'est très important. Mais quand j'ai entendu cette bande-annonce-là la première fois, je me suis dit, et d'ailleurs, je te demande la permission, Philippe, de pouvoir la réutiliser dans mon cours à l'université pour donner comme exemple ce qu'apporte l'habillage sonore. Parce que c'est tellement un bel exemple. On aurait fait le même type d'habillage derrière les voix de synthèse qu'on entendait, que déjà, ça aurait été encore plus malaisant. Et le comparatif aurait été intéressant à faire. Mais c'est sûr qu'une voix nue comparée à une voix avec un scénario scénarisé, un habillage sonore... Oui, moi c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé qu'une boîte de prod fasse vraiment un jingle avec le même habillage, le même mixage, le même mastering. Et alors, on aurait eu une grosse différence, c'est l'émotion. Et je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire passer au principal, cet exemple. Donc, ce sont des vidéos qu'on peut trouver aussi. Mais je pense qu'elles sont fermées. Elles ont été envoyées qu'à une certaine quantité de stations de radio. Mais tu sais, Philippe, qu'avec tes amis de l'Even Lab, on arrive à travailler sur l'émotion. Particulièrement en langue anglaise, là, pas le français, ils sont pas rendus là. Mais les anglais, là, c'est assez bluffant. Moi, je m'amusais avec ça. On peut avoir quelqu'un de triste, on peut, quelqu'un qui a de la crainte dans la voix, quelqu'un qui est enjoué. C'est assez apeurant. Pour une voix, là, d'entendre ça, je voudrais pas être à leur place. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que d'ici la fin 2023, on va déjà avoir des voix qui vont être encore plus convaincantes. Je pense. J'ai l'impression, à la vitesse à laquelle ça va, je pense que ça là, va être très, très frappant. Ouais, et je pense qu'ils ont raison de dire attention sur ce contrat, attention à ce que vous signez, attention à ce que vous enregistrez pour pas que vous enregistrez n'importe quoi et que ça soit pas réutilisé parce que regardez tous les outils d'intelligence artificielle qui arrivent et qui vont mourir parce qu'il y en a plein qui vont pas arriver à tenir.
l'avenir. Oui. Faut pas rêver, hein. C'est comme les startups dans le podcast qui se lancent, des hébergeurs qui se lancent et qui s'arrêtent. C'est bien embêtant après pour ceux qui ont fait des choses. Donc attention quand même à ce que vous faites et à comment et à qui vous envoyez vos voix. C'est un peu le message qu'il faut donner. Mais après, on n'empêchera pas le progrès. Il faut pas l'empêcher, au contraire, parce que on va pouvoir l'utiliser si on le maîtrise. Mais Philippe, as-tu l'impression qu'à un moment donné, ça pourrait devenir un élément, un saut de qualité ou un différentiel? C'est-à-dire que, genre l'an prochain, là, on se parle, il y aura un an qui aura passé, la technologie va avoir évolué. Il y a des radiodiffuseurs qui vont intégrer les voix synthèse, et d'autres qui vont rester humains. As-tu l'impression que ça pourrait être un élément qui ferait dans le marketing là, de la langue? Moi, je suis sûr que ça risque pour certaines radios d'être mieux que des humains. Ça, c'est. As-tu des stations en tête? Mais il y a une majorité de radios musicales. Ah ouais, non, mais il y a une majorité de radios musicales pour qui il est inutile d'avoir des humains qui enchaînent des disques ou qui annoncent des disques et qui n'apportent aucune information et aucune valeur ajoutée. Là où l'intelligence artificielle va pouvoir raconter la dernière petite histoire du titre d'après et en donnant un petit truc, et peut-être ça sera pas une voix parfaite au début, mais dès que la voix sera parfaite, inutile d'aller mettre un humain là-dedans. Après, derrière, oui, je pense que pour les émotions de talk, les émissions de talk, les émissions, là, on pourra pas remplacer l'humain. Et pour moi, l'intelligence artificielle, elle ne va que qualifier les grands professionnels. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que ceux qui étaient pas mauvais arrêtent parce qu'ils n'auront plus leur place, et ceux qui étaient bons ou très bons resteront ou deviendront encore meilleurs, et c'est à eux qu'on fera appel. Les autres, ils feront autre chose. J'ai l'impression, puis je voudrais pas employer des gros mots, mais j'ai l'impression que on est un peu dans le phénomène de la mondialisation, tu sais, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs catégories de produits. C'est un peu ce que tu dis, Bruno. Tu peux t'acheter des chaussures, des souliers de sport de très grande qualité avec toutes les dernières technologies, et tu peux t'acheter quasiment dans la même marque des souliers d'entrée de gamme qui sont faits à rabais, donc tu peux avoir l'impression qu'ils sont aussi bons mais qu'ils ne le sont pas en réalité. Et j'ai l'impression qu'on va aller un peu vers ça, c'est-à-dire que on va avoir un contenu entrée de gamme, pour pas dire bas de gamme, mais entrée de gamme, qui va justement nourrir la bête d'une certaine façon, qui va apporter du contenu. Et là-dessus, j'ai vu un post intéressant de quelqu'un qui disait, par exemple, sur le livre, sur le domaine du livre lu ou de la mise en livre audio. Eh ben, il faut savoir qu'on a un pourcentage infinitésimal de nos contenus littéraires mondiaux qui sont en contenu audio. Ben, l'intelligence artificielle va changer cette donne et va peut-être permettre à des millions et des millions de gens qui n'ont jamais lu de livre d'en écouter maintenant avec une facilité bien plus grande que ce qu'on pouvait imaginer il y a même encore quelques mois. Donc il y a des avantages quand même structurels à tout ça, mais oui, il y a le risque que les professionnels se voient un peu dépouillés de de certains de leurs attributs et de leurs contrats, etc. Et ça, oui, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Non, mais c'est bien de se remettre en question. Il y a un moment aussi où, mais ça, de toute façon, c'est bon, c'est ça, de se remettre en question, d'être un peu challengé, ça fait du bien à tout le monde. Là, c'est plus que du challenge, Philippe, ça bouscule quand même. Non, mais je suis complètement d'accord. Ça bouscule pas mal de choses. Ils ont calculé le nombre d'emplois que ça allait toucher dans le monde. C'est plusieurs millions de postes. 300 millions. Hein. 300 millions de postes qui vont être touchés par l'intelligence artificielle. Ça a un impact colossal, mais derrière, on sait toujours pas ce que ça coûte en termes d'énergie, tout ça, et en termes d'empreinte carbone. Autant on sait au niveau de la crypto-monnaie, mais le reste. On a une bonne idée quand même, parce que on voit bien que c'est énormément énergivore là. On le sait bien. Ah ouais, t'as des chiffres toi? Moi, j'ai pas encore réussi à trouver de chiffres sur. J'ai vu passer un truc il y a pas très longtemps. Sur l'intelligence artificielle. Sur ChatGPT, j'ai vu passer un truc il y a pas très longtemps où il donnait de l'information là-dessus. Je sais plus exactement quoi. Mais je vais regarder si je retrouverai. Que leur premier million d'utilisateurs payants payaient limite la facture d'électricité. Je pense que c'est ça. Ah ouais, il y a ça aussi. Mais bref, oui, c'est vrai qu'il y a Puis bon, on est dans une phase d'expansion technologique à
tous les niveaux, mais en même temps, on sait bien que la législation, à un moment donné, les pays vont se réveiller et vont commencer à mettre des barrières, et c'est déjà plus ou moins le cas à certains endroits, et commencer à poser des questions, même si elles viennent souvent tardivement, sur l'utilisation de la voix, sur les contrats, sur la nature des contrats, etc., etc. Et tout ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se réguler. Enfin, en tout cas, faut l'espérer. Ceci dit... Et attention, ils ont les logs de tout le monde, donc ils les gardent. Ils ont vos logs. Attention, ils ont vos... Ah bah attends, ils ont toutes les créas, tous les prompts que tu as fait, ils les gardent, ils les stockent, attention. Oui, mais Google, je veux dire, là, faut pas s'inventer des peurs qu'on n'avait pas avant. On sait très bien que tout ce qu'on écrit dans une barre de recherche, dans un moteur de recherche, va alimenter une base de données, donc d'une façon ou d'une autre. Et on a tous un mail Gmail. Ah oui. Bah oui, en plus, y compris des grandes compagnies et des grands médias qui utilisent Gmail. Oui, Bruno, tu veux les nommer? Oui. Si tu veux les nommer, Bruno, vas-y. Bon, bref, est-ce qu'on passe à ton deuxième sujet? Comment vous trouvez ma voix, d'ailleurs, à propos, tant qu'on fait une petite pause? Je voulais t'en parler, il faut que tu arrêtes avec ce micro. Tu n'aimes pas ça? C'est zéro. Alors bon. Donc c'est ça. Alors tu posais la question, qu'est-ce qu'on pense de ta voix? Oui, alors je vous disais, qu'est-ce que vous pensez de ma voix avec ce... Bah, tu vois, en plus, je tape le micro pour... je pense que la réponse est dans la question. Ouais. Moi, il faut que t'arrêtes. En fait, ce micro, tu disais que c'était pas un micro professionnel. Si, c'est un micro professionnel. C'est un micro qui est fantastique pour... Ah non, mais nous, on répond pas. Hein. Ah, vous répondez pas? Oh là là, mais je fais un jeu et vous répondez même pas. Pour l'ASMR, c'est un micro idéal pour l'ASMR. Bienvenue au podcast de Stéphane. Ah, tu me donnes des frissons. Ah, j'ai t'écouté toute la nuit. Tiens, je me gratte la tête. Non mais c'est ça. Donc ça c'est un micro qui est fantastique pour ça. Mais pour le reste, en fait, il est trop... Oui, il fait du directionnel, c'est-à-dire tu peux changer un petit potard, mais le micro, les capsules qui sont à l'intérieur, elles sont... c'est du numérique, si tu veux. Donc, tu auras de toute façon des ambiances autour de toi. Alors là, c'est pas bruyant autour de toi, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est pas un micro qui... pour moi, il y a beaucoup moins de présence de Stéphane dans ce podcast. Et en plus, j'ai mon formidable studio mobile montable sur le bureau est fabriqué à un coût de fabrication typiquement nord-coréen, c'est-à-dire $40, dont je vendrai un jour les droits et qui me fera millionnaire dans le milieu de l'audio. Un truc, comme on dit au Québec, patenté à la maison. Je vous raconterai ça. J'ai déjà donné cette astuce à plusieurs amis et ils en sont très heureux. Mais d'ailleurs, ils sont tous partis en Corée du Sud. D'ailleurs, ils ont déposé la licence de construction du machin. Mais toi, Bruno, tu valides pas non plus. Là, je vois de toute façon, vous êtes pas. Vous êtes un peu élitiste. Non, moi j'aime mieux ta voix habituelle et puis. Non, c'est sûr que ça manque de corps. On se comprend. Là, c'est très métallique, c'est plat, etc. Non, c'est plat. Je préfère ça que quelqu'un qui va parler avec le micro de son ordinateur. Tu comprends? Non, mais c'est bon, déjà pour commencer. Ou son fil de iPhone pour commencer. Alors, il y a des micros qui sont très bien avec des casques, là. Il y a vraiment des Audio-Technica, là. J'étais à Casablanca, on organisait un petit salon là-bas, et puis je suis allé voir un peu s'il y avait des podcasteurs. Bah, bien sûr. Pourquoi pas aller à Casablanca? Est-ce que tu as croisé de nos auditeurs? Non, j'ai pas croisé d'auditeurs. Est-ce que tu as converti des auditeurs? C'est ça la question. Je peux dire que j'ai fait de la promo pour le podcastologue. Mais oui, donc j'ai vu un micro Audio-Technica qui est vraiment fantastique, avec un micro de très bonne qualité et qu'on peut utiliser dans des podcasts aussi. Et c'est rare, les micros qu'on accroche au casque, qu'on peut utiliser dans des podcasts et qu'il n'y a pas le côté, vous savez, avec le gadget pop, un peu. Et puis oui, donc vraiment de qualité, donc ça peut être fait. Mais non, mais ce micro, il est bien, mais il est pas forcément fait pour celui qui démarre. C'est bien, et d'ailleurs, beaucoup ont démarré avec ce micro-là. Je suis plus sûr maintenant, quand tu regardes un peu ce qui s'est fait ces dernières années, les Rode, les Shure. Non, mais oui, mais on démarrait il y a 6-7 ans. Là, oui, c'est ça, parce que là, je pense que quand tu regardes un budget équivalent aux alentours de 140 dollars ou euros, t'as une sacrée concurrence avec des technologies qui sont maintenant vraiment, vraiment bonnes chez Rode et chez Shure.
je regardais une vidéo d'un YouTuber qui ne connaît rien à la radio ni au podcast, qui fait simplement des vidéos et qui avait le SM7B, et il montrait comment il mettait un cloud lifter sur son SM7B pour pas avoir nanana. Et aujourd'hui, tu as le MV7 et d'autres micros qui font ça de manière intégrée, et qui n'ont pas besoin d'aller complexifier. Donc c'est de plus en plus simple maintenant l'intégration et puis le micro que tu utilisais avant mais que tu as abandonné, la Logitech. Comment? Ah non, mais j'abandonnerai jamais le Logitech. Non, le Logitech qui lui a carrément un préamp à l'intérieur et alors oui, il faut le brancher avec du 48 volts, mais il a un préampli, t'as besoin de rien quoi derrière. Il est formidable. Tu branches directement si t'as un petit connecteur même pour le convertir en USB, ça marche tout de suite, t'as pas besoin de rebooster les niveaux. Non, j'avoue, mais je voulais quand même qu'on fasse l'essai, puis je ferai l'essai peut-être en cours de montage, là je vous ferai un test avec Hindenburg. Tu sais Philippe, le profil de voix Hindenburg, et à un moment donné j'essaierai d'appliquer le profil de voix sur cet enregistrement pour voir ce que ça donne et pour qu'on entende la différence. Tiens, mettons que à partir de maintenant je mettrai mon profil de voix Hindenburg et on verra si ça fait une différence et ce que vous en pensez. Ouais, ça c'est aussi le problème. On peut faire beaucoup de choses en post-prod. En général, le podcasteur lambda, il veut le faire le moins possible en post-prod. Donc, si tu peux avoir à l'enregistrement une qualité déjà idéale avec un micro qui coûte pas très cher, mais qui est de bonne facture et qui fait que t'as pas à retravailler derrière, c'est un gain de temps colossal. Mais Philippe, tu prêches des convertis. Mais tu prends quand même un test. Mais je fais quand même. Bah oui, parce que le podcastologue. En même temps, c'est Logitech aussi. Hein. Le podcastologue, c'est quand même l'endroit où on essaye, on teste des choses. Regarde Bruno, il s'attaque au marché anglophone. Si ça se trouve, il va faire des centaines de millions d'écoutes dans quelques semaines, dans quelques mois. On ne sait pas, c'est ce qui peut arriver avec cet univers-là. Bref, Philippe, t'as d'autres actualités. On n'est même pas arrivé au bout de tes actualités. C'est formidable cette émission. Non, je voulais vous parler d'une newsletter qui est très intéressante. Encore une infolettre, hein? C'est fou comment nous on dit infolettre, hein, Philippe. On aimerait te convertir au français de France. Infolettre. Alors cette infolettre fantastique qui s'appelle Hyper Radio. Alors c'est Hyper HIPE2RADIO.radiofrance.com. C'est Radio France qui fait cette infolettre, parce que maintenant je suis converti. Alors il y a plusieurs. On sait pas vraiment qui est derrière. C'est le service numérique de Radio France certainement. Ils sont en veille permanente sur tout ce qui fait, tout ce qui se passe dans la blogosphère, dans la podcastosphère, dans l'audiosphère aussi, parce que ça va bien au-delà du podcast. Ouais, ils sont très audio at large là. Ouais. Oui, mais il parle quand même podcast, et la dernière c'est mais qui écoute des podcasts aujourd'hui. Ah ouais. Elle date du 12 mai et on parle justement, alors ils font un peu un tour de toutes les études qui ont pu sortir. Ils parlent de podcasts radio versus podcasts originaux. Alors ils les appellent podcasts originaux, ils ne parlent pas de natifs. Donc c'est pourquoi pas. Moi je pense qu'il y a un moment il va falloir qu'on se mette d'accord sur la dénomination des termes, et en anglais et en français. Pour rappel, vous savez l'interview qu'il y a eu du papa du RSS, hein, qu'on a eu dans le podcast magazine numéro 2, on a essayé de faire en sorte qu'ils ajoutent dans le nouveau RSS 2.0 qu'ils ajoutent cette partie podcast natif, podcast replay. Il n'a pas trouvé ça intéressant et il a dit que ça servait à rien, parce que de toute façon un podcast c'est un podcast et c'est l'auditeur qui fera la différence, c'est pas forcément celui qui le crée. Ce qui est pas faux sur le principe. Garde ton stock pour ça, pour si on a le temps dans la suite de l'émission, parce que c'est intéressant. Il y a vraiment, en fait, il y a tellement de niveaux de discussion là-dessus, parce qu'il y a le niveau philosophique de la radio ou de l'internet libre, et je pense plus de l'internet libre justement du côté des fondateurs du RSS. Et ça, c'est des questions qui couvrent un champ vachement large. Ouais, on pourrait oui, ça on peut en parler vraiment. Donc ils font ça, ils parlent de ça, ils parlent des pratiques
pratiques d'écoute qui diffèrent selon l'âge et les sensibilités politiques. Et puis ils vont sortir des études. Bon, ils vont bien sûr, ils lisent comme tout le monde la newsletter de Pod News qu'ils citent bien entendu. Tout le Je sais monde pas s'ils lit lisent Pod encore News. de la podcastologue. Hein. Il va falloir qu'ils s'y mettent. Il va falloir leur que... donner le podcastologue, effectivement. Ouais, sauf si bien sûr ta source c'est Hyper Radio où là forcément c'est des informations que tu puises là. Et puis ensuite le podcastologue, c'est l'infolette du podcastologue qui est disponible d'ailleurs sur LinkedIn. C'est l'infolette de toutes les infolettres. C'est l'infolettre. Écoute, moi là tu vois, je suis sur mes alertes et mes suivis. J'ai des dizaines d'infolettres, mais j'ai aussi des moteurs de recherche que j'ai lancés sur des sujets particuliers. J'ai fait appel à Flint, dont on parlera un jour. Flint, qui est une solution justement pour créer des petits robots qui vont faire des recherches spécifiques sur des sujets. Et Flint m'a ouvert la possibilité de créer des robots chez eux. Et donc j'ai des résultats de robots Flint sur les sujets du podcast, du podcasting, Spotify, etc. Donc je cumule le plus de sources possibles pour justement devenir un jour l'infolettre qui réunira toutes les infolettres, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Pas de news francophone, finalement. Alors Hyper Radio, ils partent un peu dans tous les sens. Ils parlent de Sony par exemple, qui lance des nouveaux outils de production visuelle. Ils parlent de TikTok, qui annonce le lancement d'un nouveau hub pour aider les marques, de la Cour d'appel de Paris, qui condamne Twitter à verser 100 000 euros à UFC Que Choisir, ou encore de Merlin, vous savez, ce petit speaker, ce petit comment on dit en français, tu vois, même j'arrive même plus à trouver mes mots en français. Il est intimidé, t'as vu, un lecteur, ces petits haut-parleurs pour enfants qui raconte des lance histoires, Sacré Couronne, qui lance des petites qui histoires. est la première série audio interactive hebdomadaire pour les 6-10 ans. Et puis après des infos de Radio France, parce que ça leur permet aussi de placer tout ce qui se passe au sein de Radio France. Ok. Ben, c'est vachement intéressant. Voilà, donc ça c'est la dernière fois. Et puis la surprise, je vous la garde pour la fin. Tu nous la gardes pour la fin. Ok, j'aime bien ça, ouais. Non. Ah bah ouais, bon. Quand même, je vous garde pour la fin la surprise, puisque c'est une surprise pour vous aussi. Parfait. Alors moi je veux, et tu vas voir, il nous paye le voyage pour le podcast show de Londres. Tu vas voir, ça doit être ça. J'ai plus l'impression qu'il vient faire un tour par ici. C'est pour nous faire plaisir tous les deux. Ah, tu crois? Ben moi je sais pas si je préfère pas aller. Je préfère aller au podcast show de Londres. Vous avez un peu raison tous les deux, mais raison et tort. Bruno, sois honnête, on préfère aller à Londres quand même. Non, moi j'aimerais bien le voir chez nous. Je vais utiliser mon option ASMR. On préfère aller à Londres. Envoie-nous. Ah ben en réécoutant cette nuit, il va probablement. Envoie-nous à Londres, Philippe. Moi, je peux pas le faire. J'ai pas un micro. Oui, t'as pas ça. Moi, avant qu'on parle d'autre chose, je voudrais quand même rappeler la tenue du Festival de la radio numérique à la fin du mois d'avril qui s'est fait à Gatineau le 28 avril et les 3 jours qui suivaient. Ce festival devient vraiment. Il l'était déjà, mais là, je pense qu'il. Est-ce que je peux te demander de baisser un petit peu ton gain à toi, parce que tu t'es rapproché du micro et tu parles plus fort. Tu satures, je pense. Et je pense que c'est limite sature. Ouais. Oui, je suis limite Saturne. Ouais, ok. Attends, bouge pas. Et ta Saturne. Est-ce que je suis meilleur? Oui. Là, je suis meilleur, là? Ouais. Je suis meilleur, là? Ben là, je m'entends plus, moi. Ok. Ouais, le problème de ce micro-là, c'est qu'il faut équilibrer. Mais tu vois, ça, c'est un enjeu un peu stupide, c'est que il faut équilibrer. Et ça, pour un débutant, c'est pas forcément évident. Ouais. Alors, il va monter. C'est pas évident, ce micro. Il faut équilibrer ton gain et ton sortie d'écoute, et ta sortie d'écoute, ce qui fait que tu viens vite à te mélanger l'un avec l'autre. Et exactement. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui, en fait, augmentent le casque, croient qu'ils sont très bons au niveau de l'audio. Et soit ils saturent, soit ils sont trop bas. Alors, trop bas, c'est moins grave, mais saturé, par contre. Saturé, c'est l'enfer. Et là, tu commençais à être trop, là. Eh bien, on gardera cette séquence parce qu'elle est quand même très informative pour nos auditeurs. Ah oui, non, mais c'est beau. C'est juste que là, ça commençait. Là, je suis mieux, là. Alors, embarque avec l'événement. Non, mais manger le micro avec la SMR, donc c'est normal. Merci. Merci de me relancer. Donc, le Festival de la radio numérique, mais qui est vraiment maintenant l'événement incontournable. Et d'ailleurs, dans le désert un peu canadien, francophone, de tout ce qui se passe au niveau du podcast, de la remise de prix, des festivals, etc. Il s'impose vraiment comme un festival incontournable. Il y a à la fois tous les gens de l'univers du podcast ici au Canada qui sont là, mais en même temps, il y a eu des Français. Il y a d'ailleurs eu Julien Moss qui a été invité, il y a Nina Cohen du Paris Podcast Festival qui est venue nous rendre visite. Donc ça devient aussi un lieu d'échange. C'est un festival qui est protéiforme, si je puis dire, parce que on écoute
il y a des séances d'écoute, il y a des tables rondes sur des sujets. Moi, j'ai tenu une table ronde sur le sujet de la monétisation. Il s'enregistre des épisodes en direct. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là-bas à Gatineau. C'est vraiment un très beau festival. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire avec ce festival. Et il s'est produit quand même l'événement. Bon, on en a déjà parlé, puis j'en reparle, puis je vais en reparler. Ce premier regroupement de plus d'une vingtaine de podcasteurs, podcastrices, créateurs, créatrices de podcasts indépendants qui se sont réunis dans une salle avec un très beau petit déjeuner. Merci le Festival de la radio numérique pour discuter de la création d'un syndicat ou d'une organisation, d'un regroupement, d'une représentation, appelons ça comme on veut, pour justement défendre les intérêts, pour parler d'une seule voix, etc. Donc c'était vraiment un moment très intéressant. C'était un moment de communion, de retrouvailles, de plaisir, et je tiens à le souligner parce que c'est... Non, mais il faut le dire. Je vous vois vous marrer comme des baleines tous les deux. Non, mais amen. D'ailleurs, amener le nom et peut-être demander au Festival de la radio numérique de changer de nom aussi, parce que pourquoi Festival de la radio numérique, c'est quoi le concept? Si tous les podcasteurs... Après, le nom, je suis d'accord, hein, c'est très compliqué dans un univers où les podcasteurs n'aiment pas qu'on parle de radio et les radios n'aiment pas qu'on parle de podcast. Ouais, puis là, on va foutre ce nom-là dans le festival. Ça reste un grand mystère. Je demanderai à Julien, le fondateur du festival, pourquoi il est allé vers cette appellation-là. Je l'ignore complètement. Ses partenaires sont peut-être simplement des gens de l'univers de la radio et non, le podcast. parce que les partenaires, même pas, parce que les partenaires sont des vrais partenaires de l'univers du podcast. Après, il y a Amazon Music, il y a Cube Radio. Oui, je veux pas être désagréable, hein, mais tout le monde dit radio, podcast. Non, on mélange pas les torchons avec les serviettes. Tout est de la radio. Hein. Et voilà, il vient de casser l'ambiance. Ah ouais, je veux pas être désagréable, mais tout est de la radio. Je préfère que tu dises que tout est de la radio que tout est de la vidéo, par exemple. Non mais c'est ça. Je vais pas dire de l'audio parce qu'il y a dans la radio il y a ce côté intime, ce côté concernant qui ont fait les bases de la radio et qui aujourd'hui ne font plus ces bases-là, mais qui par le biais du podcast redonnent un peu de couleur aux stations de radio parce qu'elles sont obligées de se bouger les fesses. Mais moi, vous savez, hein, dans le podcast tour qu'on organise depuis les 2 dates qu'on a fait, et là la 3e qui arrive à Lille fin du mois, on demande aux radios de venir rencontrer les podcasteurs. Là, à Nantes, il y en avait 2. Mais ça, c'est très drôle parce que on a l'impression que les podcasteurs sont en train de bitcher sur la radio ou sur la vidéo, et au fond, c'est pas ça. Au fond, c'est que on essaye juste, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, on essaye de défendre une vision de la création audio qui appartient à la famille de la radio, qui appartient à la grande famille de l'audio, c'est clair, et en même temps aussi à la famille du numérique. Exactement. Qui appartient à la grande famille de l'audio, de la radio, du numérique, mais qui ne rejette rien de tout ça, mais qui juste voudrait défendre son identité. Moi, je pense que quand on voit ce qui est en train de se produire, puis c'est peut-être le bon moment pour aborder le sujet de la vidéo et du podcast, quand on voit ce qui est en train de se produire, qui est l'automatisation des contenus pour devenir du podcast. Hein. C'est Spotify qui avait annoncé ça. Bruno, tu me rappelles ce point-là? Oui, c'est Spotify qui avait annoncé que ils allaient offrir, notamment pour les radios ou pour les producteurs de audiovisuels, des systèmes qui leur permettent d'automatiser la transformation de leur contenu en contenu audio, évidemment dans un objectif, c'est de devenir du contenu qui va aller feeder leurs applications. Donc, on fait face à une sorte de raz-de-marée de contenus de toutes sortes, de toutes origines, dont certains sont certainement très bons, mais qui viennent mêler les contenus originaux, les contenus natifs, les contenus artisanaux à une sorte de grande bouillabaisse de l'audio qui, à mon avis, ne fait pas de bien à ce qu'on est en train d'essayer de créer tous ensemble. Et je dis bien tous ensemble parce que les vidéastes qui font de la vidéo à la demande, ils ont un savoir-faire particulier, ils développent une façon de monter. Je veux dire, on voit bien YouTube, comment c'est le montage sur YouTube aujourd'hui. C'est un montage extrêmement particulier. Donc chacun est en train de créer une sorte d'art ou de vision artistique de ses contenus, et on voudrait dire que tout ça c'est la même chose. Je crois pas que ça soit la solution. Ben moi, il y a un truc que tu viens de dire. Écoute, si c'était pas de la série Serial, on va revenir. Je pense que c'est la première fois que je le dis, là. Mais si c'était pas de la série Serial qui, à un moment donné, a connu du succès, et c'était fait par NPR, on s'entend. Donc, des gens qui connaissaient bien la radio, qui connaissaient la méthode narrative de l'audio.
Si c'était pas de cette série-là, il y a des millions de gens qui ne se seraient pas mis au podcast. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Philippe, tu es d'accord? Mais, donc, c'est ça. Bon. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a eu toute la culture radiophonique a amené, tu sais, si les gens sont capables de même le podcast amateur, s'il y a des gens qui se rencontrent autour d'un micro puis se mettent à parler et à dire n'importe quoi, c'est parce qu'ils écoutent ce type de radio-là, puis ils sont en train de faire dans leur salon ou dans leur garage la même affaire. Donc, tu sais, à un moment donné, un nourrit l'autre, mais moi, je suis assez d'accord avec Philippe quand on dit que, tu sais, la genèse, c'est la radio, et ce qu'on est en train de faire. Bon, puis après, il faut savoir c'est que la genèse de la radio, c'est quoi, là? Mais de la radio au podcast, moi, c'est un fil. Et c'est comme le développement de la radio, c'est maintenant le podcast. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a personne qui dit que le podcast n'a rien à voir avec la radio parce que le podcast se nourrit de la façon de fabriquer du contenu audio tel qu'on l'a développé à la radio. Non, mais ils essayent de sortir aussi, parce qu'aujourd'hui, les radios ont une puissance de communication avec leur podcast replay qui est importante, ils l'appellent podcast, et les natifs essayent de sortir leur jeu et de prendre une place. Et ça, c'est bien normal. Qui est légitime et qui est pas facile parce que ils ont un poids qui est important. Et je pense que les radios ne se rendent pas compte à quel point des podcasteurs vont pouvoir leur passer devant le nez et surtout prendre des paires d'oreilles et du temps de cerveau disponible. Ben, en fait, moi, ce que je crois, c'est qu'il n'est pas question de rejeter ou de faire la guerre entre différentes formes de création, audio, vidéo, radio. Mais il est question d'être capable d'identifier un type de médium, d'identifier un savoir-faire, d'identifier des écoles, et je parle d'une école comme une école de pensée, une école d'une vision, des artisans, de dire ah lui c'est quelqu'un qui a développé quelque chose de particulier dans cet univers-là, comme on le fait dans le cinéma par exemple. Le cinéma n'est pas la télévision. Un film de cinéma qui passe à la télévision ne devient pas un film de télévision. Ça reste un film de cinéma. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu selon l'école du cinéma. Et ce que je défends moi, c'est d'essayer de dire, nous les artisans de la balado, les artisans du podcast, on doit défendre ce savoir-faire, on doit défendre cette vision-là, et on est obligé, ce faisant, de dire, attention, la vidéo et nous, c'est pas la même chose. On fait pas le même type de contenu et on ne le crée pas dans les mêmes conditions, parce que quand on crée du contenu audio, on le crée avec le goût, le désir et la technique et les techniques de l'audio. Ouais, mais ce que tu dis, Stéphane, on peut le porter aussi entre le podcast et la radio. Récemment, j'ai interviewé une animatrice de télé qui s'est mise au podcast vidéo et je lui disais, mais quand on regarde ce qu'elle rend à l'antenne, ce qu'elle rend en ligne, mis à part le début où elle regarde la caméra, le reste du temps, elle est en train de s'entretenir avec son invité. Je lui disais, vous n'avez pas l'impression de faire de la radio? Et là, il m'a dit non. Parce que quand je faisais de la radio, il y avait les pauses publicitaires, il y avait les pauses de bulletins. Là, je suis dans un moment et je passe 1h30 avec mon invité et il n'y a pas d'arrêt. Et c'est du sans filet. Et ça, c'est propre au podcast. Moi, je pense qu'il y a, oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que tu as, et quand tu parlais, Stéphane, je pensais à ça, tu as une liberté de réalisation qui fait la différence et qui te permet de ne pas avoir le carcan qu'on t'impose quand tu fais de la télévision ou quand tu fais de la radio, avec des gens qui prennent des décisions par rapport à des choix et à de la créativité qui est la leur et qui n'est pas forcément celle des téléspectateurs ou des auditeurs. Donc il y a plein d'émissions qui ont été refusées en radio et en télévision parce qu'ils ont une certaine vision, selon le directeur des programmes, qui fait que on n'a pas de liberté en fait aujourd'hui en radio et en télévision. Et cette liberté-là, il faut la redonner si on veut que les gens réécoutent la radio et re-regardent la télévision RDN. Et moi, ce que je pense qui est très très sain, c'est que en permettant à un média comme le podcast de trouver toute sa place et de pas s'imposer dans le sens de s'imposer, mais de s'imposer dans le sens d'être une nouvelle forme de contenu, avec des nouvelles règles de création, justement, qui passent par la liberté, par l'inventivité. On le voit par des sujets qui sont très peu couverts par les médias traditionnels. On voit ce que le podcast a apporté à la couverture des sujets ultra modernes et ultra présents de notre époque. Donc, si on permet justement à ce média-là d'exister en tant que tel, on va
va offrir non seulement au public un contenu qui va être d'une qualité nouvelle, différente, avec un nouveau message, une nouvelle façon de passer le message, mais aussi on va enrichir l'écosystème. Et la radio va, entendant ça, les gens de radio vont devoir revoir un petit peu leurs attentes ou leur façon de travailler. Je pense que ça va aider, ça enrichit l'écosystème et ça aide tout le monde à se repositionner et à se dire finalement, ben voilà, le système évolue, on va vers autre chose, on va se nourrir les uns les autres de nos contenus. C'est pas en mélangeant tout ça dans un grand panier et en disant tout ça c'est du podcast, c'est du pareil au même, que on crée quelque chose qui va, à mon avis, prendre une essence propre suffisamment forte pour influencer notre écosystème. Je repense un peu, et tu sais, tu parlais du podcast natif. Je repense à la conversation qu'on a eue la dernière fois, la création d'un label de podcast natif. Pour moi, c'est essentiel. Créer un label podcast natif, c'est essentiel parce que c'est une façon de faire du podcast qui est unique et qui doit se démarquer du podcast de replay ou de la rediffusion, appelons ça comme on veut. D'une part. Puis d'autre part, pensons au cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur a dû se battre pour continuer à exister face à une industrie qui produit de très bons films. On est tous allés voir les Marvel et les Retours du Jedi et autres, mais il reste que le cinéma d'auteur a dû s'imposer pour se défendre, garder ses festivals, garder ses façons ses moyens de production, garder ses auteurs, ses créateurs. Ben, j'ai un peu l'impression des fois qu'on est aussi dans cette discussion-là entre les auteurs et les majors qui sont en train de créer du contenu à la chaîne. Et quand je dis la vidéo c'est pas de l'audio ou le podcast c'est un médium, le podcast natif c'est un médium indépendant dans sa créativité, dans sa forme, c'est un peu ça que je défends. Non mais on est d'accord et je pense que le fait de l'idée du label est intéressant. Il faut arriver simplement à coordonner au niveau international tout le monde pour qu'il y ait ce genre de démarche. Je pense qu'aux États-Unis ils appellent ça les indies. En France on appelle ça le podcast natif. Radio France appelle ça le podcast originaux parce que voilà c'est Radio France et qu'ils veulent pas se faire comme les autres. Mais ça va être ce qui va être compliqué, c'est ça en fait. C'est de rentrer dans une case et de faire en sorte que tout le monde s'accorde, surtout en France. Faudrait, moi je dis ça, je dis rien, mais faudrait qu'on ait le support d'un grand magazine qui parle du sujet, tu vois. Je sais pas si l'un d'entre vous a une idée là-dessus. On n'a pas beaucoup parlé du podcast magazine. Ouais. Il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place, mais ça c'est encore trop tôt pour vous en parler. Donc non, mais bon, c'est pas la surprise dont je vais vous parler tout à l'heure, mais oui, il y a d'autres choses dont je vous parlerai dès que je peux et qui risquent de changer pas mal la donne sur les podcasteurs natifs en France. Parle-nous donc du podcast magazine rapidement, justement. J'essaie de le faire parler, t'as vu? Il ne veut plus parler du podcast magazine. Non, pas de promotion. Les numéros 1 et 2 sont toujours disponibles. Vous pouvez les commander en ligne. Podcast magazine, ce numéro 3 sortira. On a pris un peu de retard avec les événements personnels et puis professionnels qui sont passés ces derniers mois. Ce qui fait que on ne sortira le prochain numéro que pour le Paris Podcast Festival en octobre. On va se laisser plus de temps pour aussi bien finaliser le numéro 3 et faire en sorte qu'on ait 196 pages à lire à nouveau, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore fini le 2, donc leur laisse un peu le temps. Moi je l'ai pas fini. Voilà. Écoute, il est derrière là sur ma table, c'est 10 pages à la fois, parce que sinon tu fais Bruno à côté du téléphone moderne. Merci. Bruno est en train de nous montrer le podcastologue qui est posé. Non mais moi je le garde toujours. Je le garde toujours près de moi parce que de temps en temps, quand j'ai un temps mort, je le prends. Moi aussi. Je lis un article. C'est ce que je fais. Il est sur la table derrière moi et je le regarde quand j'ai un moment. Je me dis tiens, je vais me changer un peu les idées. Mais oui, c'est un contenu d'une telle richesse que on prend le temps pour le lire. Pour moi, c'est l'almanach du podcast. Alors bon, donc tout va bien. Mais on a le site web sur lequel il y a des contenus, il y a des brefs tous les jours, il y a des contenus pour les abonnés et on va là lancer dans pas longtemps une librairie qui va être ouverte de tous les livres qui sont issus de podcasts ou qui ont un lien avec le podcast. Petit clin d'œil à Stéphane Berthomé. Pourquoi ? Ça, c'est moi. Oui, pour le livre sur l'affaire Dupont.
Bah oui, en fait, Oui, merci. on sort une librairie dans laquelle on liste un peu tous les livres qui sont liés et on parle des podcasts avec lesquels ils sont liés dans cette librairie. On est en train de la mettre en place et elle va sortir d'ici cet été. C'est un peu ce qu'on a fait au Paris Podcast Festival, puisqu'on s'est occupé de la sélection des livres qui étaient présents lors de ce festival. On l'a fait aussi à Bordeaux Faites le Podcast, qui a eu lieu il y a pas longtemps, en avril. Et puis voilà. Et puis là, bien sûr, on va essayer de déployer tous ces livres quand on le pourra sur les événements auxquels on participera. Ben là, on n'a presque pas parlé de la vidéo, hein, c'est ça le truc. Hein? Alors, je voulais dire il s'est passé un événement que j'ai pas encore regardé et que je regarderai parce que c'est un peu trop chargé, mais il s'est passé un événement le 17 mai là. Je sais pas si vous avez vu l'annonce. Alors il y a un super agenda sur Podcast Magazine. Vous allez dans l'agenda et vous allez voir, il y a plein d'événements podcast qui existent. Et d'ailleurs, si vous avez des événements, venez les poster, même ce qui se passe au Québec ou dans d'autres pays francophones. Bien sûr, faut que ça soit même pas francophone. Mais après, on va pas non plus faire tous les événements qui se passent dans le monde sur le podcast. Donc ceux qui sont pas trop loin. Et il y a un événement que le Geste organise et met en place justement sur la vidéo, s'invite aujourd'hui dans les marchés du podcast. Et nous constatons que de nombreux acteurs de l'audio digital font évoluer leur format. Donc ça a eu lieu le 17 mai, donc hier. Lorenzo Benedetti, Robin Riccitello, donc c'est Combini, Paradiso Media, Spotify France, Radio France, Cosa Vostra et Prisma Media, donc des acteurs assez intéressants. Vous pouvez écouter le replay, vous allez dans la partie agenda de Podcast Magazine, vous cliquez sur l'événement, sinon vous cherchez Geste, c'est podcast vidéo, impact et opportunité. Ça a eu lieu le mercredi 17 mai à 11h. Pour ceux qui... Donc je l'ai pas encore écouté, donc j'ai pas eu le temps, mais je le ferai et on en parlera la prochaine fois peut-être. Bah oui, puis il y a beaucoup de discussions à avoir parce que bien sûr que pour le podcast business, entre guillemets, la vidéo a une valeur ajoutée. Bien sûr que jouer de la vidéo, ça attire de la visibilité quand tu es sur YouTube, etc. Mais tu sais, par exemple, moi je crois qu'il faut pas vendre du rêve aux gens non plus en leur disant si tu filmes ton podcast et que tu le mets sur YouTube, tu vas gagner énormément de visibilité parce que YouTube c'est le meilleur moteur de recherche qui existe en ce moment sur les contenus créatifs. Oui, YouTube est un extraordinaire moteur de recherche, mais tu tombes quand même dans un océan de contenus incroyablement grand et profond et tu vas accumuler au début quand tu vas mettre tes vidéos de podcast 2, 3, 4, 5, 6 écoutes et si tu veux avoir des écoutes, va falloir aller les promotionner, les soutenir, les pousser comme tu le fais avec celles sur Spotify, comme tu le fais avec celles sur tes réseaux sociaux, etc. etc. Donc moi, ce que j'ai tendance aussi à penser, puis ça, c'est l'expérience qui me fait dire ça, c'est que si on se jette sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, si on se jette sur toutes les formes possibles de déclinaison de contenu en même temps, on s'épuise, on se perd, on perd de l'énergie, on perd sa concentration sur son sujet et à terme, on n'a pas un bon résultat. Il vaut mieux démarrer petit et grandir au fur et à mesure, quitte à aller faire des vidéos après si c'est votre objectif, mais ou commencer par la vidéo, mais allez-y mollo. Ne pensez pas qu'en faisant tout en même temps, vous allez y gagner. Bruno, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Non, c'est juste que tu me faisais réfléchir. C'est sûr qu'en choisissant un hébergeur qui te permet d'aller plus rapidement faire du positionnement et de la publication sur différentes plateformes des réseaux sociaux, là, tu gagnes du temps là-dessus. Alors ça aussi, c'est un outil stratégique à avoir. Puis ça, il y a peu de gens qui le pensent quand ils vont magasiner un hébergeur, là. Mais tout le volet c'est un peu Philippe qui le disait tout à l'heure quand je parlais de mon expérience anglaise, là. Mais tout le volet de promotion sur les réseaux sociaux, ça devrait faire partie de vos critères quand vous allez choisir votre plateforme d'hébergement. Vraiment, moi, ça a par exemple fait partie de mes critères quand j'ai choisi Ocha, parce que Ocha lie tous tes réseaux sociaux à ton compte sur l'hébergeur. Tu peux directement, en quelques clics, créer des contenus vidéo qui sont sous-titrés. Ils ont même maintenant intégré l'intelligence artificielle qui te permet de créer un petit post pour tes réseaux sociaux basé sur le contenu de ton épisode. Donc, écoute, ça se fait en quelques minutes, c'est vraiment formidable. Il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que l'univers audio là est en train de passer à la vitesse supérieure en termes de visibilité, d'outils de visibilité et d'outils de partage de visibilité.
Je vous en ai parlé, je sais plus. J'ai parlé avec les gens d'AudioMeans. J'ai été contacté par les gens d'AudioMeans qui m'ont expliqué leur nouvelle méthode de cross-promotion, de promotion croisée, via les inserts. Je vois, Philippe, que tu souris, donc tu dois voir de quoi on parle. C'était ce dont on devait parler et dont on n'a pas parlé. Bon, bah voilà. Alors, je sais plus pourquoi on n'en a pas parlé, mais bref. Parce qu'ils nous ont dit de pas en parler. Ah oui, parce qu'ils t'ont demandé de pas en parler, puis tu vois, ou peut-être qu'ils pensaient que j'étais peut-être mieux placé pour le. Non, bah bref. Non, c'est ça. Je pense que c'est parce qu'il fallait que ça vienne de toi. Oui, ils se sont dit on va. Non, mais pourquoi? Non, mais c'est vrai. Quand tu peux parler à Dieu, pourquoi parler à ses saints? Bah, mais non, on s'est trop avancé. Oui, donc en fait, Vas-y, Philippe. Tu prends une pub à l'intérieur d'un autre podcast. C'est-à-dire que, mais pas une pub, t'es méchante. Tu mets ton podcast que les gens peuvent écouter entre deux épisodes des grosses têtes d'RTL. Non, mais ce qui est vachement intéressant, AudioMeans, le système est très vertueux. Ils te permettent, par exemple, toi, Bruno, tu es un podcasteur à succès, c'est une affirmation, c'est un fait, tout le monde le sait. Moi, je suis un petit podcasteur émergent et je crée un petit podcast qui est le Podcastologue, qui parle d'un sous-sujet de l'immense sujet dont tu parles, qui est l'Internet, les nouvelles technologies, etc. Eh bien, par le partenariat, par l'entremise d'AudioMeans, on va te demander d'insérer dans ton flux RSS, entre deux de tes épisodes, soit un épisode du Podcastologue, soit un démo, soit le teaser du Podcastologue, et même éventuellement, peut-être, si tu es d'accord et si tu as la bonté, la générosité, la bienveillance de vouloir le faire contre rémunération, bien entendu, d'annoncer au début de ton épisode en disant « Hey, cet épisode-là, une fois que vous l'aurez écouté, restez bien branchés parce que vous allez entendre un autre épisode d'un petit jeune qui vient juste sur mon fil RSS, qui s'appelle le Podcastologue, je vous le recommande, c'est très sympa, etc. » Bref, et donc, super naturellement, les gens vont écouter un épisode qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils vont découvrir. Alors, je vois Philippe qui hoche la tête parce que oui, tu peux avoir une petite surprise en tombant sur un épisode de quelqu'un que t'as pas désiré là-dedans. T'es dans le flux RSS, Stéphane. Et alors, c'est pas RSS. Si t'es dans le flux RSS, tu es dans l'abonnement. Si t'es dans l'abonnement, t'es dans le téléchargement. Oui, t'es dans le téléchargement, mais on part du principe que Bruno est extrêmement écouté en réel et non pas en téléchargement, en valeur de téléchargement. Bien sûr que pour les valeurs de téléchargement, ça va pas changer grand-chose. La chose maligne, en effet, c'est que cet épisode-là soit intégré dans le flux RSS d'une station, ce qui fait que d'un autre podcast, ce qui fait que, à mon avis, il y aura peut-être pas tant que ça de podcasts ou alors il y aura vraiment une sélection très très drastique où ça sera forcément très cher, parce que quand on a des auditeurs, on sait à quel point la promotion à l'intérieur des podcasts qui sont très connus est très difficile. La cross-promotion, plus on est connu, moins on fait de cross-promotion parce que on veut pas spoiler ou on veut pas faire en sorte que nos auditeurs aillent ailleurs trop. Ou vous savez, quand on a des auditeurs, il y a un moment, et quand on a du succès, au début, oui, c'est la bienveillance, tout le monde fait la cross-promotion des uns des autres, on est tous gentils et tout beau. Puis dès qu'on commence à avoir un peu beaucoup d'audience, les choses changent. Donc je pense que à voir comment évolue la solution d'AudioMeans, qui n'a pas été lancée officiellement, si je ne me trompe, mais dont on a parlé déjà depuis un certain temps. Oui, et puis moi, ils m'en ont parlé, donc ils savent que... Trop tard. Trop tard. Too late. Désolé. On s'excuse. C'est la faute du micro. Fallait dire que c'était off. C'est la faute du micro. Vous ne le répétez à personne, de toute façon. Mais... je trouve ça intéressant. Et là où je voulais en venir, avant de parler d'AudioMeans, en fait, c'est que il se développe. Si tu parles d'AudioMeans, mais si tu parles d'Edisound aussi, avec les players qui sont placés là sur les sites web, si tu parles des autres solutions qui s'en viennent, de la cross-promotion, il est en train de se passer tout un tas de choses dans l'univers du podcasting, de l'audio, qui permet de plus en plus de découvrabilité. Et justement, je pense que en restant dans cet univers de l'audio, en investissant dans cet univers de l'audio, on va pouvoir profiter de ces avantages-là, plutôt que d'aller partir dans toutes les directions et d'essayer d'exister en même temps sur YouTube, etc., etc. Moi, je crois que quelqu'un qui veut aujourd'hui se lancer dans le podcast, il doit se concentrer sur son objectif. Et je pense que cet univers de l'audio, il est tellement suractif
qu'il faut vraiment rester accroché au bras du fauteuil pour tenir dedans. C'est dur de suivre. C'est vrai. Non, c'est très dur de suivre tout ce qui se passe. C'est vrai. Que ce soit en termes de contenu, d'événements, ça va être de plus en plus difficile et donc il va y avoir une sélection naturelle qui va se créer obligatoirement. Mais c'est bien parce que ça, on parle audio, que l'audio, et reprend sa place. Et c'est là que le rôle du podcastologue devient important parce que c'est la bouée, c'est le phare dans toute cette tempête. Ben c'est votre prescription de bons contenus et de bons conseils par les docteurs Bruno et docteur Podcastophile. Oh là là, désolé d'interrompre cette discussion passionnante, mais je crois que vous avez oublié un petit détail. Oui, la surprise de Philippe. Vous l'aviez bien oublié celle-là. Et heureusement, nous les IA, nous sommes là pour penser à votre place. De temps en temps. Allez, on va à la surprise. Ah oui, Modio, la surprise. Ouais. Attends, on est... Non mais tout le monde est resté jusqu'à maintenant pour avoir la surprise, donc il y a que vous deux qui la voulez pas. Non mais écoutez, je vous la donne pas alors la surprise. Alors Philippe, je te ferai remarquer que si je suis encore là, c'est parce que j'attends la surprise. Sinon, j'aurais déjà raccroché. Donc là, attention, c'est le moment. Attention, c'est le moment que tout le monde attend du podcastologue, puisque oui, vous êtes invité à participer en direct au London Podcast Show, puisque on a réservé un studio et où vous êtes invité à distance, bien sûr, parce que je vais pas vous payer le billet quand même. Vous pensiez pas que j'allais payer le billet, mais j'ai réservé un studio puisque en tant que partenaire, le London Podcast Show permettait de réserver une session d'1 heure dans le studio fait, alors apparemment flambant neuf, avec des nouvelles techno de Spirit Land. C'est le Spirit Land Podcast Studio et pendant 1 heure on peut faire une session avec des invités sur place et je vais aller chercher donc des invités qui sont au podcast show et qui nous intéressent et bien sûr vous êtes invités à venir à distance puisqu'ils nous demandent si on veut avoir des gens qui interviennent à distance donc si vous le pouvez et si vous le voulez, le podcastologue, on pourrait faire un podcastologue depuis le podcast show mélangé avec Podcast Magazine. C'est prévu en fait, l'enregistrement est prévu la semaine prochaine, jeudi à 17h heure française. Donc le studio est à nous, il est réservé et j'aurai des invités surprises qui seront parmi nous et qui sont à mon avis des pontes du podcast au niveau mondial. Tu nous parles du jeudi 25 là, hein? Ouais, je vous parle du jeudi 25. C'est formidable ça. Bah oui, bien sûr. Écoute, j'espère que Bruno va pouvoir se libérer pour qu'on fasse je sais pas si on fait un pseudo épisode du podcastologue ou si tu nous débriefes, tu vas nous faire bader. C'est ça que tu vas faire, hein. Tu vas nous dire regardez ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai, voilà le nouveau gadget. C'est ça, tu vas nous rendre malheureux d'être resté dans notre trou là. Ouais. Ah, c'est ça, pendant merci. 1 heure, c'est bon ça. Ouais. T'auras tout vu, tout entendu. Ouais, puis en plus, ça sera le 2e jour. Ce sera le 2e jour, donc j'aurais fait le tour, j'aurais pu interviewer quelques personnes, j'aurais pu faire un petit montage audio pour préparer ça pour l'émission, et puis on se fait un podcastologue, Podcast Magazine épisode, parce que moi je le diffuserai sur le flux de Podcast Magazine, et après si on en fait un épisode de podcastologue avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir, c'est une excellente idée. Belle surprise, merci. Ouais, merci à vous deux, on a un peu débordé, mais je pense que ça valait vraiment la peine d'aller jusque-là, surtout pour cette surprise. J'avoue quand même, j'aurais aimé ça, Philippe, que tu nous annonces que tu vas venir nous rendre visite, mais tu vas le faire un de ces 4. Ah, on va peut-être prévoir un radio tour au Québec. Ah, ça serait formidable. Messieurs, il faut que moi aussi je vous laisse. Avant de terminer cet épisode, je vais vous rappeler que le podcastologue arrive tous les mercredis en épisode court de pure information, rien que de l'information, une dizaine de minutes sur l'information. On met fin dès maintenant à ce 17e épisode du podcastologue. On y est arrivé quand même déjà. Merci à vous, Philippe, Bruno. C'était un épisode passionnant. J'aimerais qu'on continue cette discussion sur la vidéo et sur notre bon vieux contenu audio. Ce podcast est une production GoScript Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. La musique que vous entendez vient du catalogue musical de BAM Music. Je remercie notre partenaire Eddy Sound. Je suis très impatient de retrouver les nouvelles de notre podcast magazine le plus tôt possible. Et puis, quant à nous, je nous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcastologue. N'oubliez pas de partager
partager, de donner des étoiles, de faire des commentaires et surtout que l'audio soit avec vous. Et avec votre micro. Il faut défendre nos petites voix artificielles. Merci Philippe. Ah non, mais honnêtement, ton son a rien à voir, c'est de la merde. Hein. Ah non, mais c'est de la merde. Hein, I knew it, I had to go. So give me a sign, baby. I wish that I could step inside. Move a little faster. Oh, why? Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had